Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernstmo. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur, que c'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 g de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FightMind5, vous pouvez profiter de 5 € de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FightMind, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Sujet un peu différent, vous l'avez vu sur la Minia et dans le titre. On vous avait prévenu, semaine un peu calme, du coup on vous fait des vidéos hors série quand les semaines sont un peu calmes, en espérant que ça vous plaise toujours autant. Et cette semaine, on s'attaque à un truc qui va créer du débat, et évidemment vous donnez votre classement en commentaire, ça c'est obligé cette fois-ci, et ça va créer du débat. On débat évidemment dans la bienveillance, la bonne humeur et le respect des opinions de l'autre. Ce ne sont que des opinions, il n'y a rien d'absolu dans les classements, dans les tops et tout, jamais. Donc on est ouvert au débat, mais avec le respect, et soyez respectueux entre vous dans les commentaires. Vous l'êtes toujours en général sur Fight Minds, donc il n'y a pas de raison que ça change, même si c'est des sujets épineux et viscéraux. Je suis accompagné de mon compère de toujours, Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir. Salut à toi Dylan, salut à tous. Ouais, c'est vrai que ça va être là même en intro et tout. J'étais en train de me gratter la tête sur l'ordre et même la liste. D'ailleurs, la liste, on va parce que ça se trouve on n'a pas la même liste. Je pense d'ailleurs on en a parlé rapidement. On n'a pas forcément les mêmes boxeurs. Je pense qu'on sait qu'on a le même premier pour l'instant, mais ouais, on sait mais on n'aura pas la même liste et pas le même ordre. Chose importante évidemment, on a tous nos préférés, etc. Alors moi personnellement sur ma façon de faire le classement, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. C'est pas forcément l'ordre de mes poids lourds préférés, ce qui est un peu différent de dire les 10 meilleurs poids lourds de tous les temps ou les 10 plus préférés, influents, etc. J'ai essayé, enfin tu vois, on essaye aussi d'intégrer un peu l'importance qu'ils ont eu dans le monde de la boxe, c'est pas ça. Juste. En fait, en gros, c'est pas dire le premier battrait le 10e facilement dans un combat. C'est pas tout à fait ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu bâtard les tops aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout il n'y a pas de métrique. Et encore une fois, on rappelle, je pense qu'on va beaucoup le rappeler, c'est subjectif déjà. Et au-delà de ça, la boxe, encore plus chez les poids lourds, c'est une science qui est ultra pas cohérente, on va dire, parce que c'est pas parce que, comme tu as dit, il suffit d'un coup. Voilà, tout peut se changer en un coup. Il suffit d'un mec pas préparé, il suffit. Et il y en a sur la liste. Et moi, je suis parti du principe, je les prenais tous en prime. Et d'ailleurs, pour certains, j'ai même précisé telle période. Pour un ou deux, j'ai précisé, c'est ce boxeur-là, à ce moment-là, typiquement, à ce combat-là, il était là. C'était à son pic, à mon sens, parce qu'il y a même des combattants qui ont eu plusieurs pics. On en parlera, je pense. Bref, mais bon, voilà. Voilà, ça va être épineux et je suis curieux d'avoir vos retours en commentaire et je vous invite vivement à aller lire. On lit vos commentaires et on va. Ouais, donnez votre top 10 parce que ça va être. Ouais, et envoyez vos snipes là. Si vous dites mais ce n'est pas normal que t'as mis un tel 8e. Oui, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Enfin, au contraire, d'ailleurs, vous allez pas être d'accord avec nous et tant mieux parce que, encore une fois, c'est un top 10. Même sur le top 1, je pense qu'on se mettrait pas tous d'accord. Alors sur le top 10, encore moins, sur 10 boxeurs différents avec les expériences qu'on a avec chacun de ces boxeurs, les souvenirs, le biais. On a essayé d'être objectif, mais évidemment, on peut pas l'être. Donc, mon numéro 10, personnellement, et en vrai aussi, il y a plein de places qui sont interchangeables quand même. Hein. Le 10, le 9, le 8, le 7, c'est quand même difficile. Et il y en a, en gros, moi j'en ai compté 15 qui auraient pu être dans le top 10 et j'ai dû faire des choix qui vont pas vous plaire, je le sais, mais bon. Voilà. 10, Derek Chizo. Non, je déconne. Vladimir Klitschko. Je l'ai mis 11, Klitschko. Voilà. Alors, moi, je l'ai mis numéro 10. J'explique mon choix. Non, je fais un petit. Je rappelle à chaque fois quand même les palmarès.
64 victoires, 5 défaites, 53 victoires par KO. C'est le deuxième plus grand règne de l'histoire des lourds derrière Joe Louis. 28 combats pour le titre, 25 victoires, 19 KO. Médaillé d'or olympique en 96. 96 en plus, c'était à Atlanta, l'année où Mohamed Ali allume la flamme, son retour où on le voit malade pour la première fois. Enfin, c'est tout un symbole de gagner du coup la médaille des poids lourds, la médaille d'or des poids lourds, je trouve, à Atlanta. Son histoire aussi de vie, la traversée du désert qu'il a 2003-2004 là, il rencontre Emmanuel Stewart, il s'entraîne au Kronk Gym, vous savez à quel point on est fan de Kronk, vous commencez à connaître, il s'entraîne au Kronk Gym, il revient 2006, il devient absolument monstrueux, il casse la gueule de tout le monde pendant 2015, donc pendant 9 ans. Il réunit les ceintures aussi, il réunifie les ceintures, à part du coup c'est la WBC qui lui manquait, me semble-t-il, il réunifie les ceintures. Enfin bon, c'est un pionnier aussi de la WBO, ça on n'en parle pas assez souvent. Et puis son dernier combat en 2017 contre Joshua qui est absolument légendaire. Anecdote personnelle, j'étais ambulancier pour le SAMU à l'époque et j'étais de garde ce soir-là, donc je pouvais pas regarder le combat à la télé puisqu'en plus ça a été une soirée extrêmement agitée, je me rappelle, et donc c'est le dernier combat de ma vie que j'ai écouté à la radio, parce que maintenant ça se fait plus du tout, mais à l'époque, alors 2017 c'est pas si vieux, vous voyez, c'était il y a 7 ans, mais il y a 7 ans on écoutait encore des combats à la radio, les gros combats poids lourds, les championnats du monde poids lourds étaient à la radio sur RMC, et donc voilà, c'est le dernier combat que j'ai écouté à la radio. Évidemment j'ai regardé le replay en rentrant, etc., parce qu'en plus c'est un combat légendaire, gros fight. Ah ouais, incroyable. Donc c'est le dernier combat de Klitschko, donc en plus il est parti, alors il a perdu, mais il est parti avec les honneurs, honnêtement, à son âge et tout, faire une presta comme ça. Donc j'ai mis Vladimir Klitschko parce que règne sans partage, à une époque peut-être un peu plus faible, effectivement, des poids lourds, mais règne sans partage quand même, et c'est peut-être pas pour rien, même si l'époque était faible, que c'est lui qui est sorti au top de cette génération-là, c'est qu'il était quand même au-dessus. Ouais. Voilà, c'est le début des super géants aussi, enfin d'un autre physique, d'une autre boxe chiante. Il a été chiant à regarder et j'ai pas aimé son règne, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. 2015, quand Fury le bat, j'étais hyper content. Alors que combat horrible, Fury fait un combat infect, mais il gagne. Et je me dis, ça y est, c'est la nouvelle génération des poids lourds qui arrive, on n'en peut plus de Klitschko. Il nous a fait décrocher de la boxe, je pense, un grand nombre d'entre nous, mais en même temps, il a mis malgré lui la lumière sur les plus petites catégories parce que tout le monde en avait rien à foutre. Voilà. Et puis je me rappelle aussi de son combat contre Mormec où on a cru qu'on allait avoir un Français champion du monde poids lourd, mais ça a été c'était trop pour Jean-Marc. On s'en doutait un peu, hein, mais c'était trop. Voilà, je l'ai mis 10e, toi tu l'as mis 11e, ouais, mais en fait, je l'ai qui 10e? En fait, je l'avais mis 10e initialement, mais je l'ai sorti pour les raisons que tu as dites, dans le sens où effectivement, long règne, et en gros, il a dominé la catégorie des poids lourds, mais ma vision des choses, c'est qu'il a dominé dans la période au plus creux de la vague, et que ça reste finalement un grand what if, dans le sens où on se dit, par contre, ouais, à l'époque, en tout cas, à une autre, si tu l'avais transposé à une autre génération, ne serait-ce que 10 ans avant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que ça aurait été le même engouement et le même règne et tout? C'est pour ça que je l'avais mis, puis après je l'ai retiré. Et moi, j'ai mis en 10e et j'aurais pu le mettre plus haut, hein. Et justement, là même en relisant ma liste, je me dis, putain, j'ai peut-être mis un peu trop. Je comprends le doute. Mais moi, en 10e, j'ai mis Lennox Lewis. Justement, okay. Parce que c'est le dernier, l'avant-dernier, du coup, avant Fury, champion incontesté. Pareil, je vais faire rapidement. Ouais, avant Usyk. J'ai dit Fury, pardon, ouais. Désolé. Lapsus révélateur, parce que Fury. Bref, on en parlera après. Ça va faire débat aussi. Avant Usyk, pardon. Et justement, 44 combats, 41 victoires, 32 KO, 2 défaites qu'il a vengées. Un match nul. Je l'ai noté aussi parce qu'il est dans mon top, il est un peu plus haut, mais j'ai noté qu'il a vengé ses 2 défaites contre McCall et ça le truc, c'est-à-dire que lui, dans une période où il y avait plus d'adversité et quelques noms qu'il a arrachés, hein, le frère Klitschko, Tyson, ça c'est juste ses derniers fights, ses 10 derniers fights. Frère Klitschko, KO, Tyson, KO, Hashim Rahman, David Toua, ça va, François Botha, bon, c'est qui aime le kick, qui connaissent, mais sinon c'est vrai que c'est pas mais c'était un très bon challenge. C'est un gros nom, je veux dire, quand t'enchaînes. C'est un gros nom avec un Super Ring 2 et d'ailleurs il a fait des dégâts au K1 après avec Jérôme Le Banner, bref. Bien sûr. Holyfield qui l'a battu après un draw. Et pourtant, le draw il l'a gagné aussi, hein. Enfin, tu vois ce que voilà, j'allais pas dire vol, mais voilà, c'était un draw un peu. C'était un vol. Voilà, et voilà, et puis plein d'autres noms entre Tommy Morrison, Frankie, Oliver McCall, bref, il a arraché quand même le haut du panier de sa génération. Excellent combattant, gros palmarès amateur, il a été champion, il représentait le Canada, donc il a été champion olympique en 88, à Séoul.
champion olympique. Donc palmarès pas flawless parce qu'il a quand même eu des défaites, mais en gros il a été. Mais qu'il a vengé, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà, c'est ça le truc aussi. Et puis Rackman, c'est un accident. McCall, c'est encore autre chose, mais Rackman, c'est vraiment un accident. Enfin. Et tu vois, en fait, c'est directement derrière quoi. Il venge dans le rematch, le rematch ça, immédiat. Exactement, il fait le rematch quelques mois plus tard et 6 mois après, il met KO assez rapidement, 4e round. Donc, et lui aussi, passage chez Kronk, qui lui a donné, c'est Emmanuel Stewart qui lui a donné son style et qui en a fait le champion qu'il est aujourd'hui. Vraiment pour le coup, qu'il a été du moins. Ouais. C'est vraiment Emmanuel Stewart qui l'a façonné aussi. Donc vous voyez déjà Emmanuel Stewart et Kronk. Ouais, c'est du sérieux. On fera une vidéo un jour sur le sujet parce que c'est quand même. Pourquoi pas y aller On met ça. L'avion jusqu'à Détroit. Je suis chaud. Mais voilà quoi. Je l'ai mis 10e, mais encore une fois. De toute façon, l'ordre il est vraiment interchangeable, mais voilà, Lennox Lewis c'était pour le présenter. Je pense que tu le présenteras aussi en fonction de ton classement. Hein. J'ai dit, honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai dit exactement les mêmes choses que toi. J'ai noté le run final là. Ouais, j'ai noté exactement le run de fin de carrière 2 fois Holyfield, Michael Grant, Bottas, Tua, Rackman, Tyson, Vitaly Klitschko. Oui, et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'on a parlé des noms, des palmarès, ça fait un peu galvaudé, mais en vrai, il y a aussi la boxe il a une super boxe. Et puis il était vraiment dominant quoi. Dominant et en fait les combattants qui étaient face à lui ils trouvaient pas de solution, donc c'était des combats assez unilatéraux et donc il avait la puissance, il avait le style, il avait la technique et il savait il se faisait pas toucher. Il était capable de tenir un mec derrière son jab pendant 12 rounds, c'était chiant mais il était capable de le faire. Il était capable d'accélérer quand il fallait accélérer, de trouver la droite gestion du rythme, gestion de l'effort, franchement c'était les combats contre Holyfield qui sont pas les plus grands combats de l'histoire des poids lourds non plus, mais qui sont des combats vrais combats d'échecs et des vraies petites pépites pour ceux qui aiment la boxe quoi. Ouais, champion d'échecs d'ailleurs au passage. Oui d'ailleurs il adore les échecs. Champion d'échecs. Mais voilà il a 1200 Elo à peu près, donc il est dans un Elo correct pour ceux qui suivent un peu les échecs. J'ai fait une demande d'amis parce que j'ai trouvé son pseudo sur chess.com, il m'a jamais accepté. Je suis dégoûté. Oh là là, on attend le fight Dylan versus Lennox. Ouais. Je suis un peu plus de 1200 Tyson. Mais ouais, non, franchement, super boxeur. Et voilà, moi, je suis d'une autre, je suis plutôt jeune, donc j'ai dû faire un rattrapage ado et jeune adulte. Donc moi, j'ai pas malheureusement le truc de l'avoir vécu à l'époque, parce que j'étais très petit quand il combattait encore, mais en tout cas j'ai les échos des plus grands, de mes grands frères, mon grand frère et des coachs et tout, et apparemment c'était quand même un phénomène, même tu vois en termes d'impact médiatique. C'est ce que j'allais dire, c'était quand même des grands moments quand il fight avec Tyson qui était quand même dingue en termes de argent généré, de médias. Il est fait trop tard, mais c'était le combat du siècle. Oui, c'est ça, c'était un gros combat, et donc voilà quoi, c'est aussi une raison pour laquelle il est dans ce top 10. Honnêtement là je dis 10e, voilà, encore une fois j'aurais pu le monter, le mettre plus haut, mais en tout cas si on devait garder 10 poids lourds, il serait certainement à mon sens, dans cette liste-là. C'est difficile de pas le mettre dans le top 10, quoi qu'il arrive, effectivement. Ton 9e, du coup? Mon 9e, Larry Holmes, que j'ai mis assez haut, assez bas dans mon top 10. Donc, Larry Holmes, que je considère comme aussi très dominant dans une période aussi qui était bien compliquée. Donc, il a fait le job dans une période où c'était vraiment que des tueurs aussi. Il est passé un peu après le creux de la vague, la grosse vague, mais il a quand même. Ouais, il est pile entre deux générations. C'est un peu la transition. Il a fait entre les 70 et les 80, donc voilà. Carrière ultra prolifique, 75 fights, 69 victoires, 6 défaites. Il a été couché qu'une seule fois, parce qu'il a pris qu'un seul KO contre Tyson. Mais sinon, après toutes ces autres défaites, après il y a eu les défaites, les fameux combats de trop, mais sinon en gros, il a aussi pareil, une super carrière, un gros taux de KO, ultra puissant. Et combattant en fait qui était une galère à boxer en fait, tout simplement une galère à boxer, parce qu'un monstre physique, le meilleur jab je pense de cette KT. Ah ouais, peut-être un des si c'est pas le meilleur, il est dans le top 3 des meilleurs jabs de tous les temps chez le meilleur jab, c'est-à-dire que clairement. J'aimerais pas m'en prendre parce que à la fois c'est son après comme le jab de tout le monde, mais en fait il y a cette phrase, je sais pas si c'est dans un dessin animé ou, mais en tout cas j'ai entendu cette phrase: avec ton bras arrière, tu contrôles ton quartier, avec ton bras avant, tu contrôles le monde, en fait. Et lui, il a alors, c'est dit dans Hippo. C'est Hippo, mais je sais pas si c'est un champion, un entraîneur qui a dit ça. Non, c'est quelqu'un qui l'a dit, je sais plus qui. Mais effectivement, c'était dans Hippo. C'est le coach Kamogawa qui dit ça à Takuma. Exactement. Et du coup, quand je fais les cours enfants, je dis ça aux petits. Je dis, votre jab, c'est votre coup le plus important et tout. Et je répète cette phrase. Et en vrai, c'est ça. Et son jab servait de métronome. Il permettait de garder la distance, sachant qu'il avait une super gestion de la distance. Et il avait un jab lourd et puissant, rapide. C'est incroyable. Et au-delà de ça, ultra puissant, joli travail en combinaison. Il avait une manière de se déplacer et de couper le ring aussi qui était très intéressante chez les poids lourds. Je trouve il flottait
c'est pas comparable à Ali, hein, mais il flottait quand même pas mal sur le ring. Alors, il a beaucoup imité Ali, puisque d'ailleurs, il était très fan de Ali, et il a été, son premier job, ça a été d'être sparring partenaire de Ali. Oui. D'ailleurs, il a même fait le déplacement à Kinshasa en tant que sparring partenaire. Il était dans le camp de Ali pour Rumble in the Jungle. Donc, effectivement, il a pas mal copié Ali au début. Et d'ailleurs, quand il y a eu le combat Holmes contre Ali, il y a eu le trash talk autour de tout ça. Alors, Ali était en fin de carrière, Holmes voulait même pas l'affronter. Le combat de trop. Enfin, parmi les combats de trop. Hein, parce qu'il en a fait quelques-uns pour le coup, des combats de trop. Il était déjà malade, hein, honnêtement. Je pense même que. Ouais, je crois il était malade. Je me suis refait le documentaire incroyable de Ken Burns sur Ali. Si jamais vous l'avez jamais vu, n'hésitez pas, c'est sur Prime Video. Et c'est en 4 parties, chaque partie dure 1h30, donc le sujet est vraiment méchamment poussé parce que du coup c'est 6 heures de documentaire. C'est réalisé par Ken Burns, donc il y a tous les effets Ken Burns que vous connaissez, et qui creuse du coup, sur 6 heures, vous imaginez bien que ça creuse la vie de Mohamed Ali, et il parle effectivement de cette fin de carrière et qu'il était déjà malade, notamment quand il combat Larry Holmes, et c'était un des combats de trop, mais Holmes, effectivement, pour revenir au sujet de base, il copiait Ali. C'est comme ça en fait qu'il a un peu appris à boxer, finalement. C'est en copiant Ali, puisque Holmes a une carrière amateur assez naze, finalement. Il s'est planté aux qualifications olympiques, etc. Et donc, il est très vite passé pro. Et il s'inspirait d'Ali pour ses déplacements. Enfin, voilà. Et après, il a changé de style après avec l'âge. Effectivement, c'était pas comparable. Mais c'est de là que viennent ses premières inspirations, pour le coup. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais, super boxeur. Et pareil, Bourren, après, en termes d'adversité, c'est un peu étrange parce que lui, il était un peu comme on le disait, entre les 70 et les 80. D'ailleurs, il a boxé jusqu'à perpète, jusqu'à 2002. Ouais. Bref, mais bon, après, c'était des combats. Oui, parce qu'il a été long. Et puis lui, c'est pareil, il était quand même pas dans une forme, même encore aujourd'hui, tu le vois. Enfin, il est très malade aussi, donc c'est pas dingue. Je précise que troisième, je rajoute parce que moi, il est un peu plus haut dans le classement, mais j'en profite qu'on parle de lui. Il a été aussi sparring de Joe Frazier, de Ernie Shavers. Ça, c'est quand même pas rien parce que Ernie Shavers, c'est peut-être le plus gros puncher de l'histoire. Troisième règne le plus long. Derrière Louis et Klitschko, donc 7 ans et 2 mois, 20 défenses de titre, 48 victoires consécutives, donc pareil, il empile les records quand même, et ça a son importance à mon goût, et ça je vous en dirai plus dans la vidéo historique sur la boxe, les fédérations et tout. C'est lui qui fait entrer la boxe dans l'ère des 3 ceintures en 84, en combattant pour le titre inaugural de l'IBF, donc ça montre un peu la puissance historique et la puissance médiatique qu'avait ce gars-là, puisque c'est en décidant de combattre pour la ceinture IBF qu'il fait de la ceinture IBF un titre majeur, parce qu'il était considéré comme le meilleur poids lourd du monde à cet instant-là. Donc s'il combattait pour la ceinture IBF, c'est que la ceinture IBF était un titre majeur, puisque le meilleur du monde combattait pour la ceinture IBF. Ouais. C'est dingue qu'il ait réussi à rendre le bail légitime, quoi. Du coup, 9e de mon côté, et ça va faire débat, je le sais, tant pis, Iron Mike Tyson. Alors pourquoi 9e ? Je commence direct parce que je vous vois en train de taper des commentaires. Prime trop court à mon goût. Et pour moi, Tyson, c'est justement le plus gros what if de l'histoire de la boxe. Parce que what if, il avait été mieux entouré. What if, son entraîneur était pas mort. Cus D'Amato, et voilà, si Cus D'Amato était pas mort. What if si Don King l'avait jamais approché. What if. Donc pour moi, Tyson, c'est le what if ultime. J'ai juste une petite question. Son prime, tu le situes quand ? Parce que moi, Tyson, j'ai précisé l'année. 86-90. Ok. Et donc son prime 88, je dirais. Ouais, ok. Moi aussi, là, dans ma note, vous allez pas être spoilé. J'ai précisé Tyson 88. Ok, ça marche. Voilà, 88, c'est son prime. Spinks, c'est. Attends que je reprends les c'est 88 qu'on Spinks, normalement. Ouais, donc c'est à ce moment-là. En fait, son run Undisputed de 86 à 88, justement, où il finit par Spinks en prenant le titre linéaire, jusqu'à Douglas en 90, où en fait, on sait que là, Tyson est en train complètement de se laisser aller. Même avant, il était. Ouais, mais c'est vraiment, je pense, avant, il perd un peu ses mouvements de tête, il n'y a plus le pique-bout et tout, parce qu'on sait qu'il a les jambes lourdes, il s'entraîne moins, il passe ses soirées à prendre de la cam et à se taper des prostituées. Donc il a quand même une hygiène de vie qui marche pas et qui fait l'inverse en fait, parce que Tyson, contrairement à ce que le grand public pense, c'était pas juste un mec qui tapait très fort, c'était un mec qui avait énormément de technique et qui demandait surtout un cardio et une condition physique de fou, le pique-bout. C'est un buffle. Donc c'était pas viable avec un mode de vie, sans un mode de vie parfait. Donc Tyson, plus jeune champion de l'histoire, poids lourd à 20 ans, donc ça aussi c'est pas anodin, ça reste quand même. 50 victoires, 6 défaites, 44 KO, et je pense qu'il s'est auto-saboté. Et moi, il y a un truc qui est important aussi, et pourquoi je le mets aussi bas, c'est parce que du coup, effectivement, le Tyson Prime, il aurait peut-être été dans le top 3. Maintenant, s'il est aussi bas, c'est que finalement, les plus grands noms qu'il a affrontés dans sa carrière, c'est Holyfield et Lewis.
Et il a perdu. C'est 3 combats qu'il perd. Il combat 2 fois Holyfield, 1 fois Lewis. C'est 3 combats qu'il perd. Et le deuxième combat contre Holyfield, il perd sur disqualification, mais il était en train de perdre le combat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pété un câble. Parce qu'il arrivait à rien. Donc en fait, Tyson, il jouit aussi au moment où il prend les 3 ceintures, pardon, et ça, plus le titre linéaire, ça va pas plaire à certains, mais il jouit à ce moment-là quand même aussi d'un petit trou générationnel quand même. C'est pas extraordinaire forcément l'opposition qu'il a, c'est-à-dire c'est pas le niveau de l'opposition des années 70, c'est pas le niveau de l'opposition après qui arrive justement avec Holyfield et Lewis. Le moment pile poil, la fenêtre de 2 ans où il prend les 3 ceintures et le titre linéaire, c'est peut-être un moment un peu plus faible. Voilà, et c'est pas le moment, même contre Holmes, etc. C'est quand même un Holmes en fin de carrière, puisque peut-être le plus grand nom qu'il a accroché à son CV, c'est Holmes, sauf que c'est un Holmes vieillissant. C'est plus le Holmes Prime, c'est un peu le même format que quand Holmes bat Ali, en fait. C'est que c'est plus la même version. C'est le passage de témoin, donc Tyson Prime, il l'a fait de façon tellement convaincante et avec tellement d'aisance cette prise de ceinture que pour moi c'est comme Klitschko en fait. C'est le run, tu vois, le run vers la ceinture, il était dingue. Le run est fou, mais encore une fois, j'entends des anecdotes de gens qui me disent, de gens qui à l'époque, ils vivaient par exemple en Afrique, ils n'avaient pas la télé, dans les années fin 80, début 90, ils me disaient, ils se réunissaient tous à je sais pas quelle heure du matin, parce qu'avec le décalage horaire. Parce que c'était Tyson qui combattait. Et même s'il combattait que 15 ou 30 secondes, ils étaient trop contents. Pour te dire, moi, c'est ça que Ali, avec Ali, c'est le deuxième plus grand boxeur de tous les temps, boxeur poids lourd en termes de notoriété, en termes d'impact médiatique, de tout ce que tu veux. Sauf que le problème, effectivement, c'est pour moi, le prime est trop court. Donc c'est pour ça qu'il est très bas, je suis d'accord. Et par contre, encore une fois, c'est pas un classement des boxeurs poids lourds préférés. Parce que sinon, Tyson serait premier ou deuxième. Parce que moi, justement, c'est mon époque, les années 90, tout ça. J'ai découvert la boxe en direct parce que mon père me montrait des cassettes, notamment de Thomas Hearns, de Marvin Hagler et tout, mais la boxe en direct, je la découvre avec Tyson. Les combats contre Lewis, contre Holyfield, je les ai vus en direct. Donc j'ai une un vrai amour et une vraie nostalgie pour l'époque Tyson. Néanmoins, en essayant d'être objectif, son prime est trop court et il accroche pas assez d'énormes noms à son palmarès. Et puis, par rapport à ce dont on va parler derrière, au gars qu'on va évoquer, je trouve qu'il est un cran en dessous sur sa legacy d'un point de vue purement factuel. Encore une fois, sportif, tu veux dire. Voilà, sportif. Si on parle de rayonnement, si on parle d'extra sportif, de niveau de notoriété, de ce qu'il a apporté à la boxe et tout, c'est encore autre chose. Maintenant, voilà, pour moi, il y a un what if Tyson, et encore une fois, ça veut pas dire que je respecte pas. Et si Tyson Prime, si Cus D'Amato était pas mort, Tyson serait certainement premier ou deuxième de la liste, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il est bas, je suis désolé. Et je redirige pareil vers l'autobiographie de Tyson, qui est pas parfaite, mais qui est bien. Parce que t'apprends pas gavé de trucs en vrai. T'apprends pas beaucoup de trucs, et même ça fait un peu, tu sais, c'est un rise and fall. On dirait que tu lis Les Affranchis, mais pour la boxe. Enfin, dans le schéma narratif où tu le sens monter, tu vois que le pic, c'est un peu quand son pic, en fait, ton pic de carrière, finalement, c'est l'un des moments où il est le plus bas dans sa vie. Après le décès de Cus, parce qu'il devient champion après le décès de Cus D'Amato. Oui, bien sûr. Cus D'Amato l'a pas vu champion. Très peu de temps après, quoi. Cus D'Amato l'a pas vu champion du monde. C'est ça veut dire et en plus ça brise le cœur parce que tu vois des interviews de Cus qui dit en vrai moi j'ai même plus envie de vivre. Mais c'est ce petit qui me donne une raison de vivre. Parce qu'il l'avait adopté et tout, enfin, il vivait chez eux, Tyson. Oui, l'histoire est folle. C'est pas juste l'entraîneur. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'aspect sportif, mais en fait, je parle de ça pour expliquer aussi l'aspect où, en fait, il a eu un run et une évolution, même autant technique que sur le plan aussi des combats et du style, qui était dingue. Et il a ramené entre guillemets, une méta qui était quand même folle, en reprenant un peu le style D'Amato, qui avait été aussi du coup enseigné à Floyd Patterson qui était avant lui le plus jeune champion des lourds, et donc un style très offensif, qui a fait beaucoup de dégâts et qui a dénoté avec la tendance qu'on avait chez les lourds, avec des boxeurs très grands qui tapaient fort, qui boxaient en ligne. Lui, il est venu avec un style, et c'est un peu ça moi qui m'a marqué. Et je l'ai mis un chouïa plus haut, mais pareil, il est pas super haut non plus. Mais on peut le mettre plus haut. Et encore une fois, effectivement, si ce prime avait duré plus longtemps, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, il aurait été en fait. En vrai, honnêtement, en gros, s'il avait pu tenir, après ça fait plein de si, hein, avec des si, bref. C'est pour ça qu'il est aussi bas, moi. En gros, ça aurait été trop bien si on avait eu même pas un prime, hein, mais en gros un Tyson qui boxe ne serait-ce que dans les années 90 et proprement. C'est-à-dire qu'il aurait pu affronter, qui aurait pu affronter en forme, hein, Holyfield, qui aurait pu affronter en forme, éventuellement un Tommy Morrison aussi qui était très bon à ce moment-là. Michael Moorer. Je sais que Foreman, les deux, ils ont jamais trop voulu se boxer. De toute façon, ça aurait fait un match chelou.
Mais surtout dans les années 90. Ouais, c'est ça. Mais voilà, tu vois, c'est un peu ça qui m'a attristé. C'est le fait que, en fait, la carrière trop entachée, mais sportivement, c'était quand même fou. C'était fou et je comprends que tu le mettes aussi, bas, mais et on est obligé de le mettre avec ça. Dans le top 10. T'es obligé de le mettre dans le top 10, par contre, tu peux pas ne pas le mettre. Ouais. Mais enfin, après aussi, vous pouvez ne pas le mettre, évidemment. Mais si vous le mettez pas, dites-nous pourquoi. Et si vous le mettez beaucoup plus haut, dites-nous pourquoi aussi. Enfin, faites votre classement de façon. 8. Moi, j'ai mis Lewis, donc on en a déjà parlé. Lennox Lewis. Donc moi, il est 8 chez moi, il est 10 chez toi. T'as mis qui en 8? En 8, j'ai mis Tyson Fury. Ok. J'ai mis Tyson Fury, même s'il a perdu contre Usyk. Ok. Mais et ça, c'est sujet à débat. Parce que il a peut-être perdu contre Usyk, mais de 1, le fight, il était serré. Je suis d'accord avec ça. En fait, je parle plutôt au global, en fait. Et même s'il a perdu contre Usyk, je voulais mettre Usyk au début, mais je me suis dit, vas-y, c'est même pas un vrai poids lourd, tout ça. J'ai un peu ragé. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Et donc, je me dis, mais en vrai, si on devait garder de cette génération un poids lourd qui a été ultra dominant, qui était bon, qui ont gardé. Et après, pareil, ça reste aussi un gros what if parce que le fait qu'il n'ait pas forcément été super en forme, qu'il n'ait pas su boxer forcément les meilleurs de l'époque, ça a fait que je l'ai pas... que je le mets, mais pareil, je le mets sans trop de conviction et j'aurais même dû le mettre 10e ou quoi, mais en fait, je voulais le mettre quand même. Et c'est un peu aussi justement parce que je me dis que de notre génération, de la génération actuelle, ce sera peut-être le nom qui va rester. Mais en fait, c'est un peu un pari quand je mets Fury, honnêtement. Moi, je pense que... Alors, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de poids lourd de cette génération qui mérite d'être dans le top 10 de tous les temps. Okay. Alors qu'il y a plus d'adversité et tout, mais déjà, ils se sont vachement évités. Il y a plus d'adversité que certaines générations, tu vois. Enfin, il y a quand même plus d'adversité que pour Klitschko, par exemple. Sauf que typiquement Fury aurait affronté Joshua, il aurait affronté Parker, il aurait affronté il a affronté Wilder 3 fois. Il aurait affronté, et en fait pour moi il a pas assez prouvé. Il a pas assez prouvé. Alors en termes de style, en termes de physique, etc. Le Fury qu'on a vu contre Usyk, il aurait été chiant pour n'importe lesquels de ce top 10. Ça aurait été la misère. Et il en aurait même battu des mecs plus haut classés que lui dans le top 10. Mais néanmoins, je trouve que il laisse pas un assez bel héritage pour l'instant. Du moins, ça se trouve. Écoute, on va peut-être avoir Fury Joshua, Fury machin, Fury truc. Mais s'il bat Usyk, je commencerai à être ouvert au débat parce que déjà le retour, et j'aime beaucoup Tyson Fury, moi de cette génération c'est mon préféré, mais je pense que Usyk justement mériterait d'être dans le top 10, sauf que Usyk a pas fait assez de combats en lourd, on rappelle. Voilà, run légendaire en lourd, puisqu'il a battu Chisora, encore une fois une victoire qui vieillit de mieux en mieux, hein, parce que Chisora depuis il a quand même fait des fights de fou, il a battu Joe Joyce, il bat 2 fois Joshua, 1 fois Fury, enfin c'est fou, run de fou, mais il fait que 5 combats en lourd, donc c'est difficile de le mettre dans le classement des poids lourds. Fury, pour moi c'est un super boxeur, et encore une fois ça aurait été un top 5 dans n'importe quelle génération, je pense. Néanmoins, là il a pas assez prouvé, il a pas assez de très gros noms à son palmarès, parce qu'effectivement tu prends Chisora, on en pense qu'on veut, mais effectivement c'est peut-être pas un niveau élite mondial non plus. Il le bat 3 fois, bon ok. Il a battu White, il a battu Wilder, il a un combat contre Usyk qui est déjà culte, mais un combat qui perd quand même. Encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, il a affronté Francis Ngannou pour la ceinture, c'était pas un combat d'exhibition. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs chez Fury qui sont un peu gênants. Oui. Il a pas je trouve qu'il a pas le CV, le palmarès qu'ont les autres sur la liste, et que du coup, c'est une génération où il y a eu trop d'évitement, en fait. Du coup, c'est difficile parce qu'encore il aurait affronté Joshua, il aurait affronté Parker et tout. Je comprends, faut l'interchanger, je pense, mais après, Non, mais après, encore une fois, il a quand même ça. Je dis pas qu'il a pas sa place. Je dis que j'explique pourquoi moi je l'ai pas mis. Par contre, je dis pas qu'il a pas sa place, parce qu'encore une fois, déjà un classement c'est subjectif. Mais moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais il était dans ma liste des 20 noms que je me disais, bon, maintenant j'en fais quoi de ces 20 noms, qui je mets où, tu vois. Okay. Et il était dedans, effectivement. On est au top 7 du coup. T'as dit ton 8e? J'ai dit moi c'était Lennox Lewis. D'accord. Du coup, top 7. Le mien, du coup, attends. Vas-y. 9, 10, 7, ok. Tyson 88, ouais, moi j'ai mis. Ok. On en a déjà parlé. Mais Tyson, et j'ai précisé 88. Du coup. Ok. Bon, moi, pareil, on en a déjà parlé, c'est Larry Holmes, mon top 7. Okay. Donc, ça va pas. Voilà. On va pas débattre là-dessus pendant diplôme, puisqu'on a déjà parlé des deux. On a déjà donné les pour, les contre et tout. Okay. Top 6, ça va commencer à être intéressant. J'ai mis Rocky Marciano en top 6. Okay. Alors, pourquoi Rocky Marciano alors, 49 combats, 49 victoires, 43 KO.
C'est le seul champion du monde poids lourd à s'être retiré invaincu. Ça a son importance quand même, c'est quand même un move. Sur son CV, il a Archie Moore, Ezzard Charles, Jersey Joe, Walcott. Donc c'est 3 très gros noms de cette époque, des années 40. Voilà. Il avait son style qui était unique, style très brutal. C'est un mec qui a commencé très tard la boxe, donc qui est arrivé avec beaucoup de lacunes techniques et donc qui avait un style juste de brute épaisse. Mais par contre, ça fonctionnait et il concassait ses adversaires. Et c'est un mec, tu pouvais l'envoyer 25 fois au tapis, lui péter tous les os du corps, il se relevait et il continuait à t'avancer dessus et à te mettre des patates. Ouais. Donc c'était quand même quelque chose. Il pourrait être plus haut parce que il y a des trucs à raconter. Enfin, je veux dire, voilà, 49 victoires, 49 combats, 49 victoires chez les lourds, c'est qu'il a allongé. Surréaliste. Voilà, et les noms. Mais bon, Marciano, carrière un peu gérée par la mafia. C'est ça, là, The Mob. Voilà, un peu gérée par la mafia. Et puis carrière un peu, du coup, un peu protégée. Et d'ailleurs, j'ai un livre de Boxing News présente, ça s'appelle, qui fait 2-3 hors-série par an. Et en fait, dans ces hors-séries, ils parlent de la vie d'un grand boxeur et en fait, ils reprennent les articles de presse de l'époque pour suivre sa progression. Et donc, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que Marciano affrontait pas forcément les plus gros contenders et que finalement, certains des gros noms qu'il a affrontés étaient quand même en fin de carrière. C'était des papis, hein. Genre, voilà. Joe Walcott qui l'affronte. Je pense à Walcott. Walcott, effectivement, il était vraiment en fin de carrière. C'était genre son 100e combat. Enfin, bref. C'est vraiment pas méchant, mais il était vraiment en fin de carrière. Oui, donc il y a eu pas mal d'évitements, donc c'est pour ça qu'il est là aussi, qu'il est aussi bas. Je l'ai mis à la même position en fait sur celui-là. Ah, ouais, je l'ai mis juste après Tyson 88. Incroyable. Et pour quasiment les mêmes raisons. Impact. Et pareil, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ça reste un gros aussi what if, parce que c'est vrai qu'il avait un physique atypique, une boxe atypique. Et c'est pour ça aussi, tu te dis, bon, c'était un entre guillemets petit poids lourd. Et c'est pour ça qu'il y en a un que j'aime particulièrement juste après, qui est aussi un petit poids lourd. Et je me dis, dans cette génération-là, ça aurait été compliqué. Mais je pense qu'on vous fera aussi des grands combats what if, des dream fights en faisant des mélanges de générations de physique. Ah, mais du coup, on a peut-être mis le même 5e, je suis en train de me dire. Ah ouais? 6e et 5e, on a peut-être les mêmes. Hein. Mais ouais, du coup. Mais voilà, Rocky Marciano, je pense que tu as tout bien expliqué et très bien détaillé. Belle carrière, super punch, Suzy Q, les vrais le savent. Un punch phénoménal, tu vois. La taille de ses mains, c'est des briques. Ouais, de ouf. Ultra létal et un beau boxeur en vrai à regarder et qui a eu un très beau run dans une gros spectacle. Ouais, c'était un gros spectacle. Et voilà, ça reste un what if parce qu'effectivement, c'est une boxe c'est un autre, c'est limite, ça reste de la boxe anglaise, mais c'est une autre époque. C'est une autre époque, c'est une autre. C'était pas les mêmes prépas, c'était pas les mêmes. Non. Tu vois, j'aime pas. J'ai un peu le vocabulaire jeu vidéo quand je parle de. Tu sais, là, il y a la méta entre guillemets. C'était pas du tout la même méta. C'était pas la même méta, c'est sûr, oui. Ouais, c'est sûr. Vas-y, ton top 5. C'est mon top 1 de ma vie. Ah ouais, bah c'est ça, on a mis le même. C'est le top 1 de ma vie, mais je peux pas le mettre plus haut, mais mon cœur l'aurait mis top 1. C'est Smoking Joe Frazier. C'est Smoking Joe Frazier. Joe Frazier, le coup céleste, le plus beau crochet, peut-être même le meilleur crochet gauche qu'on ait vu. Avec Roy Jones, je pense là, les deux. Ouais, c'est de la tête du meilleur crochet du monde, effectivement. Ouais, non, franchement, pour moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un boxeur que j'aime beaucoup voir parce que il donne tout. Vraiment, il donne tout et il met son cœur, il met du cœur. Et tu sais, moi, je fais de la boxe thaï et tu peux demander à n'importe quel Thaïlandais qui fait de la boxe, un coach ou quoi. On dit, tu peux être musclé, tu peux être le plus grand, le plus petit ou je sais pas quoi. C'est le cœur qui prime. Et en fait, c'est un combattant qui a toujours mis du cœur dans ses combats, des combats tout le temps ultra engagés, non-stop action. Et peu importe qui il a affronté, il a toujours pris des gros noms. Il a eu un très très beau run. Je rappelle rapidement son palmarès, que je me trompe pas. 37 fights, 32 victoires, 27 KO, 4 défaites et un match nul, 4 défaites. Ça aussi c'est sujet à débat parce qu'il y a eu 4 défaites. Il a perdu 2 fois contre Foreman, 2 fois contre Ali. Donc en gros, effectivement, ça restera sur le plan du palmarès l'éternel top 3 de cette génération, de la meilleure génération dorée des poids lourds. Mais ça reste le top 1 de mon cœur, même si j'aime beaucoup les deux autres. Voilà, excellent combattant. Voilà, en gros, c'est le meilleur top 3. Enfin, en gros, des meilleurs poids lourds de leur génération. C'est le 3e, donc forcément, il méritait d'avoir sa place. Pas plus haut pour d'autres raisons, parce que ceux du dessus, bah forcément, vous imaginez, il y aura forcément les deux de ce top 3, mais les autres combattants du top
ont eu plus d'adversité, ont été plus, on va dire, convaincants dans des combats avec de l'enjeu. Et malheureusement, ouais, Frazier, la bête noire de Foreman. Pour moi, pas forcément la bête noire de Ali, parce qu'il a battu la première fois. La deuxième fois, le combat est pas oubliable, mais il est un peu en deçà de la trilogie. Et le troisième, je sais pas, j'ai le temps de raconter rapidement l'histoire, mais en gros, combat en 15 rounds, ils sont aux Philippines, ils combattent à 8h du matin, il fait je sais pas combien de degrés, c'est l'enfer sur Terre. C'est deux hommes qui se détestent, 100%. Ouais, c'est ça, deux hommes qui se détestent, qui ont envie de se tuer. Et ils se boxent, c'est une guerre nucléaire, c'est un combat que j'aime pas voir honnêtement, parce que c'est vraiment... C'est propre, c'est technique. Ouais, mais il y a de la haine, il y a trop de haine derrière chaque coup. C'est plus du sport. En fait, quand tu as tout l'historique, tu te rends compte que c'est un peu limite malsain. C'est un combat que j'aime pas revoir personnellement. Ouais, et Ali a merdé avec Frazier d'ailleurs, hein, vraiment. Ouais. Bref, c'est une longue histoire. Je pense qu'on en fera une vidéo. J'aimerais beaucoup en tout cas. Oui, si vous êtes chaud dans les commentaires. Mais voilà, pour faire très résumé, faut savoir qu'Ali, il a perdu un œil à l'entraînement très tôt dans sa carrière, dans les années 60. Donc déjà, il boxait avec quasiment qu'un œil, et ça presque personne ne le savait. Et il s'avère qu'il boxe contre Ali, et que en gros Ali lui gonfle le deuxième œil, donc en fait il est quasi aveugle d'un œil, aveugle de l'autre parce qu'il est complètement gonflé. À l'époque c'était des combats encore en 15 rounds. On a à l'appel du dernier round, il y a Ali qui est à bout, il dit mais ses reins ils marchent plus, il est plus capable de se tenir debout, et il demande à son coach de couper les gants pour abandonner. Et pendant ce temps, de l'autre côté du coin, on a l'interminute là, on a l'inter-round. De l'autre côté du coin, il y a le coach de Frazier, Buster Matisse, si je dis pas de conneries, qui du coup lui dit en gros je vais te faire abandonner. Enfin, lui il savait qu'il était aveugle de cet œil et que l'autre était gonflé. Il a dit j'ai déjà perdu des boxeurs sur le ring, je veux pas en perdre un autre, donc je vais te faire abandonner. Et Frazier ne veut pas abandonner, Ali veut abandonner. Mais le timing à quelques secondes près, en fait, finalement, c'est du coup le coach de Frazier qui abandonne quelques secondes avant qu'Ali déclare son abandon, tu vois. Donc en fait, ce troisième combat, ça reste aussi un gros what if. À quelques secondes près, ça aurait pu être Frazier qui aurait gagné le troisième. Bref, on vous fera le détail de cette histoire, mais c'est une histoire qui me tient à cœur et qui en dit long sur le boxeur que c'était, parce qu'il nous a quitté en 2011. Maintenant, il y a un paquet d'années. Mais voilà, c'est un excellent boxeur qui a du cœur, qui a été dur et qui a poussé le plus grand boxeur de tous les temps dans ses derniers retranchements. Et d'ailleurs, il a dit, il s'est jamais senti aussi près de la mort que quand il a combattu contre Frazier. Et dernière anecdote, après je vous laisse parce que sinon je m'arrête plus. Mais en gros, Frazier dans sa messagerie, il dit fièrement, en gros, il est l'une des principales causes de la maladie d'Ali d'après lui. Et je pense que je suis en phase avec lui parce qu'en gros, ils ont quand même fait 44 rounds les deux, et ils se sont pas fait de cadeaux. Donc je pense que voilà quoi, ça en dit long sur la puissance au point de flinguer la santé d'Ali d'être une grande cause. Voilà, c'est. Donc Frazier, voilà, je m'arrête là parce que sinon je m'arrête plus parce que c'est mon boxeur préféré. Sur Frazier, j'avoue. Désolé, mais moi, voilà. Il a été champion olympique en 64. Oui, aussi. Et que ça a son importance dans le palmarès d'un boxeur quand même. Mais qu'effectivement, moi, ce que j'ai noté pour les contres, c'est qu'il a que 7 combats pour le titre. C'est pas énorme, surtout par rapport à certains du top qu'on peut citer. Et il perd 2 fois contre Ali, 2 fois contre Foreman. Donc il est dans une génération de fous. C'est pas une honte de perdre ni contre Ali ni contre Foreman, mais effectivement, sur 5 combats, il en perd 4 sur 5 des plus gros combats de sa carrière. Donc c'est vrai que ça laisse obligatoirement une tâche, mais avec tout le respect qu'on a quand même pour Joe Frazier, évidemment. Numéro 4, j'ai mis George Foreman. 76 victoires, 5 défaites, 68 victoires par KO, champion olympique en 68, plus vieux champion du monde des poids lourds à 44 ans. Justement, il a battu 2 fois Frazier par KO, donc c'est pas anodin quand on sait le boxeur qui était Frazier, ce que vient de vous expliquer Kabir avec le cœur qu'il avait et tout, c'est pas rien. Et surtout, et moi c'est pour ça qu'il est aussi haut, parce qu'effectivement il pourrait être plus bas, parce qu'il lui aussi il a que 7 combats pour le titre, donc c'est comme Frazier, c'est un petit. Il a eu les meilleurs. Mais il affronte 2 générations d'élites vraiment distinctes. Il affronte la génération Frazier, Ali, Norton dans les 70, et après il affronte Holyfield, Ellis, Moorer, Morrison dans les années 90. Donc en fait, il a 2 générations distinctes, une où il est jeune et il est à son prime, et une autre où il est beaucoup plus vieux, donc plus lourd. Enfin, c'est Big George. Et il a son George prime Foreman aussi. Oui, bah du coup, oui, c'est ça qui est ouf. C'est le George Foreman des barbecues, quoi. Des grilles George Foreman. Et il revient, donc il affronte 2 générations, donc c'est vrai que c'est dingue. Ça lui est propre. Voilà, il a 2 runs pour le titre distincts avec 20 ans d'écart. C'est quand même assez extraordinaire, donc c'est pour ça qu'il est 4e chez moi. Parce que pour moi, le top 3 est difficilement détrônable, et bon voilà, ils sont peut-être interchangeables au sein du top 3, mais pour moi, il y a un vrai top 3 qui se détache, et donc Foreman est le meilleur des pas top 3, quoi. Voilà. Ok, ben moi, Foreman, du coup, moi, je pense avoir mis ton top 3 en 4 mois.
Holyfield. Non, j'ai pas Holyfield moi dans ma. T'as pas Holyfield dans ton top 10? Non, j'expliquerai pourquoi. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. T'as mis Holyfield en 4 du coup? Ouais, Holyfield en 4. Holyfield en 4 parce que pas forcément le plus dominant dans la... Enfin, c'est le plus dominant des 90, dans les années 90, mais il n'a pas eu le plus de concurrence, mais ça reste un boxeur magnifique. En fait, c'est un boxeur que moi j'ai appris à connaître parce que c'est pas... Plus jeune, je l'ai plus connu, on va dire, en tant que rival de Frazier, alors qu'en fait, il n'y a même pas de rivalité quand tu regardes les combats, et qu'il est ultra dominant. De Tyson, Pardon? Rival de Tyson, non? Ah, j'ai dit qui? Frazier. T'es resté bloqué là. Je suis complètement fou. Hein. Désolé, je suis encore sur Frazier. Je suis désolé. Je suis en train de me dire, attends. Mais il part de Marvis là, il part de Marvis Frazier. Oui, Marvis Frazier. J'ai fait. Je suis désolé, je suis encore bloqué sur Frazier. Je suis en de la guerre. Désolé les amis. Mais ouais, du coup, une pseudo rivalité parce que ce qui n'en est pas vraiment une puisque sportif. Enfin, à ce moment-là, bah si Tyson était à son prime, ça reste un gros what if, mais en tout cas. Qu'aurait pu en être une quelques années plus tôt, mais effectivement. Ouais, c'est ça. Pareil, ils sont boxés assez tard. Hein. Ils sont boxés après la sortie de prison de Tyson. Donc ouais, Holyfield, je le mets. Je l'avais mis du coup 4e parce que extrêmement dominant dans les années 90, super belle boxe. Même si pareil, il a pas un excellent palmarès olympique, il a eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Mais en gros, super boxeur pro, excellent style, très complet. Je pense qu'il aurait pu faire autant de dégâts, peu importe l'époque où il était, il aurait pu être un très très gros combattant. Et je le vois en termes de boxe académique pure, tu vois, c'est vraiment un boxeur que j'aime regarder et qui a quand même un super niveau et qui a été ultra dominant dans sa KT, dans sa période quoi. Voilà pourquoi moi je le mais et aussi je comprends qu'il soit là, qu'il soit dans le top 10, je comprends parce que moi j'ai hésité vraiment à le mettre dans mon top 10. Pourquoi je l'ai pas mis? Alors je l'aurais mis plus bas, ça c'est sûr, mais pourquoi je l'ai pas mis? Parce que d'une, il fait pas l'intégralité de sa carrière en lourd. Ça a été un petit truc pour moi de me dire effectivement, si on parle de plus grands lourds légers de tous les temps, je pense qu'il est en débat avec Usyk, mais en lourd, bon, et surtout dans les années 90. Alors, il nous a donné pour moi une des plus belles rivalités de tous les temps chez les lourds. On n'en parle pas assez. Mais allez regarder Holyfield contre Riddick Bowe, Big Daddy, mon Dieu, quel combat! C'est pareil, non-stop action, qu'est-ce qui se met dans la tronche? Enfin, combat extraordinaire. Justement, Holyfield perd un combat contre Bowe, il perd deux combats. Enfin, bon, il y a un split draw, mais il perd 2 combats contre Lewis. En fait, pour moi, Holyfield, il y a un peu le même truc que Frazier. Il a perdu ses grands combats. Ouais. Il n'a pas perdu tous ses grands combats, évidemment. Mais il a perdu ses plus grands combats. Le combat le plus important de sa carrière, il le perd. Et on juge pas, encore une fois, un boxeur qui perd contre un mec légendaire en face. Et pour moi, c'était difficile de le mettre au-dessus de Lewis dans mon classement. Parce que justement, pas aussi dominateur que Lewis. Il a plus perdu. Et il perd notamment... Il perd 1 fois et demie contre Lewis. Ouais. Et Lewis, pour moi, était vraiment plus marquant, même si, comme Lewis n'avait pas une personnalité détonnante et tout, il était moins médiatique qu'Holyfield. Ouais, surtout qu'il n'était pas à la bonne période aussi, pareil. En Lewis, plus, mais Holyfield, pour moi, c'est une légende des poids lourds. Mais effectivement, ce qui l'a aidé aussi à atteindre ce niveau-là de popularité, c'est notamment la rivalité effectivement avec Tyson, quand n'était pas une. Enfin, il y a plein de petits trucs qui font que Holyfield peut pas être dans mon top 10, mais je sais que pour certains d'entre vous ça va être un crime de lèse-majesté et ça va être une hérésie, j'en suis désolé, mais voilà, c'est mes raisons du moins. Non, je comprends. Mais par contre c'était un immense boxeur et il aurait été incroyable dans n'importe quelle génération. Je suis d'accord avec ça et j'aurais aimé voir le Tyson 88 contre Holyfield, ça aurait été fou. Ouais. Voilà. Bon, il n'est pas dans mon top 10, mais il aurait très bien pu y être. Voilà. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir effectivement le top 3. J'ai mis en top 3 Jack Dempsey. Ok. 53 victoires. Tu sais, je faisais des calculs dans ma tête. Qui il a mis s'il a pas mis. Parce qu'il en manquait avec Jack Dempsey, ok. Ça, je m'y attendais pas. 53 victoires, 6 défaites, 43 victoires par KO. Je suis très, 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 très fan de l'histoire du combat entre Dempsey et Carpentier. J'en parle aussi souvent que je le peux aux gens qui kiffent le sport mais qui connaissent pas cette histoire-là, parce qu'il faut vraiment se rendre compte de l'impact que ça a eu. J'en parle un petit peu dans la vidéo sur l'histoire de la boxe. C'est pas une vidéo dédiée à ce sujet-là, mais j'en parle quand même un petit peu. Le monde s'est arrêté le jour de ce combat.
Vraiment, la France s'est arrêtée complètement le jour où Dempsey a affronté Carpentier aux États-Unis. Le président de la République de l'époque, c'était Millerand, il a le téléphone qui est posé sur la table, il attend le coup de fil pour qu'on lui donne le résultat du combat, parce que c'est pas l'époque où les combats sont télévisés en direct, hein, évidemment. Tous les journaux, pareil, sur les grands boulevards à Paris, sont tous, sans exception, sur le combat. Ils ont prévu d'allumer des lumières pour donner les résultats. Les gens sont à chaque fin de round, donner les scores et tout. T'as des gens qui sont en bas des balcons, tout Paris s'est arrêté, qui attendent les résultats avec impatience. Il y a la patrouille de France qui est prête à décoller de l'aérodrome pour mettre les fumées, fumée blanche, ils gagnent, fumée rouge, ils perdent, ou l'inverse, je sais plus. Donc c'était vraiment un événement hors du commun. C'est le premier combat qui dépasse le $1 million en vente de billets. C'est pareil, le premier combat où ils sont payés, je sais plus combien, avec l'inflation, ça fait 3 millions et 5 millions chacun, je crois. C'était un méga fight, et en fait, Dempsey est le premier de l'ère des méga fights, parce qu'il y a pareil contre Willard, il y a pareil contre Gin Tony, qui a été un record pendant des années. C'est une époque où il construisait dans un parc, il construisait le stade en bois pour le combat. C'était 135 000 personnes sur des estrades en bois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Au premier rang, t'as Charlie Chaplin. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, Jack Dempsey, pour moi, il est 3e. C'est le premier qui a lancé le truc de la diffusion en direct aussi à l'époque. Les rivalités contre Tony et Willard qui sont légendaires. Et surtout, et ça c'est important, il a révolutionné la boxe. Donc vous connaissez Hajime no Ippo, vous connaissez le Dempsey Roll, mais c'est quand même au-delà de l'animé, c'est lui qui a inspiré Cus D'Amato. C'est Dempsey qui a écrit un livre en 1950, Championship Fighting, l'art de l'attaque et je sais plus quoi, qui est un chef-d'œuvre, qui est peut-être le bouquin théorique sur la boxe le plus complet et le plus précis encore aujourd'hui. 75 ans après, le bouquin est encore cohérent. Alors évidemment, il y a plein de trucs qui ont changé, mais le bouquin est encore cohérent et peut sur encore la logique vous aider à vous améliorer en tant que boxeur. C'est un super bouquin. Bon, il n'a pas été traduit en français malheureusement, mais pour ceux qui parlent anglais, foncez, c'est une tuerie. Enfin voilà, Dempsey, ce qu'il laisse dans la boxe, il a théorisé la boxe, et il a intellectualisé la boxe à une époque où c'était pas le cas, à une époque où c'était celui qui tapait le plus fort et qui avait le plus gros menton qui gagnait. Dempsey, il est arrivé avec alors ça se voit pas forcément dans ses combats parce qu'on dirait qu'il est très brutal dans sa façon de boxer, mais il est arrivé avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence et beaucoup d'analyse, et pour moi il a créé en fait la boxe moderne, Dempsey, et donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 3 et qu'il est aussi haut, parce que ouais, pour moi, il a créé la boxe moderne tant sur la partie spectacle, c'est-à-dire on remplit des stades de 100 000 personnes encore aujourd'hui à Wembley dans 3 semaines, enfin dans un mois, pardon, dans un mois pile d'ailleurs. Il y a un combat qui réunit 95 000 personnes, bah ça c'est l'héritage de Dempsey. Il y a encore aujourd'hui cette façon d'intellectualiser, de regarder sur bande des combats et tout, d'analyser l'adversaire, c'est Dempsey, de théoriser la boxe en truc. Fight Mind, c'est Dempsey qui a lancé à l'époque. Il y a 150 ans. Non, mais blague à part, en vrai, le fait de se prendre la tête à réfléchir aux stratégies des combats, à faire des analyses. C'était pas le cas à l'époque, vraiment. Hein. C'était pas le cas avant. Et c'est vrai qu'il a créé une nouvelle méta, je suis 100% d'accord avec toi. Et sur la partie sportive et sur la partie entertainment, donc c'est pour ça qu'il est top 3 pour moi, parce que c'est peut-être le mec, on n'en parle plus trop aujourd'hui de Jack Dempsey, à part dans Hajime no Ippo, mais c'est peut-être le mec qui a eu le plus gros impact, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui a fait basculer la boxe dans une autre ère. Sur le plan sportif et spectacle, et tous les mecs qu'il y a après lui, en fait, sont des héritiers de Dempsey et de ce qu'il a laissé à la boxe, qu'ils en soient conscients ou pas. Pour moi, c'est celui qui a le plus changé la boxe en tant que sport et en tant que business. Donc il est dans mon top 3. Et puis ça a été un super boxeur avec des super rivalités, comme ceux qu'on cite. Hein. Vous voyez que là, Foreman, Frazier, Ali, Ali on l'a pas encore cité, mais Dempsey, c'est des mecs en plus qui avaient des vraies rivalités. C'est pour ça que par exemple Tyson est plus bas, Klitschko aussi. C'est aussi ça, l'adversité, voilà. le run, je pense, qui a été pris en compte. Hein, on le voit. Hein, l'adversité, c'est l'époque, parce que par exemple, il y a des combattants, on pense à Klitschko, qui, on va pas refaire le débat, mais en fait, s'il était tombé à une autre époque, il aurait peut-être, ça se trouve, arraché la tête de tout le monde, et du coup, on n'a pas de réponse. Plus haut, mais on n'a pas de réponse, et ça reste des what if. Et c'est aussi peut-être pour ça que moi, je l'ai pas dans ma liste, Marciano, parce que c'est vrai, Marciano, pardon, Dempsey, je suis désolé. Ouais. Bah, il est 2h du matin. Ouais. C'est parce qu'en fait, tout simplement, effectivement, il a eu des rivalités folles avec d'autres boxeurs. Mais moi, je prends plus la perspective globale avec la génération de poids lourds actuelle. Et à cette époque-là, effectivement, Gin Tony, Georges Carpentier, ça reste d'excellents combattants. Après, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top. Mais je comprends après tout ce que tu dis, l'impact qu'il a eu. Et puis, encore une fois, c'est un top totalement subjectif.
Bien sûr. C'est pas délirant de l'avoir mis dedans. En fait. Donc, bien sûr, oui, je sais pas. Enfin, en plus, je crois que Ring Magazine, par exemple, il est 6ème ou 7ème. Je crois qu'il y a, je sais plus quel classement j'ai vu, ou qu'il est même pas dans le. J'ai pas regardé le classement de tout. Mais en fait, bon, c'est pas. T'as mis qui en top 3 du coup? Moi, Foreman. Donc, Foreman, bon, on va pas refaire le truc, mais en gros, Foreman, c'était le deuxième meilleur des 3 meilleurs. Donc, logiquement, il est un peu plus haut. Mais double prime, Foreman, excellent puncher. Ce matin encore, je regardais une vidéo où où tu le vois taper un sac pendant 15 minutes et le sac il finit tordu. Ce que j'allais dire, tu vois, tu ressens l'impact des coups dans les écouteurs, tu as mal au ventre à chaque fois qu'il tape. C'était pas les sacs, j'allais dire une marque et après on allait, mais voilà, c'était pas les sacs pas trop chers qu'on trouve un peu partout. C'était des sacs vraiment du vrai cuir, bien dur. Qu'est-ce qu'il tapait lourd, Foreman? Il tordait un sac en le tapant. Et encore une fois, pour moi, ce combat n'a pas existé, mais je peux pas faire du déni infiniment, mais en tant que Down Goes Frazier, mettre 6 fois au sol Joe Frazier en 2 rounds. C'est ce que j'allais dire. Dès le premier round, il envoie au sol et envoyer Frazier 6 fois, premier round en moins de 6 minutes. Frais, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Alors que chaque coup, il prend des pots de briques, Frazier. Je vous ai fait 10 minutes à vous dire qu'il avait du cœur, que Frazier, c'est un mec qui avance. Chaque coup, tu sens qu'il prend un coup de batte de baseball. Frazier, il tient pas. 6 down et t'entends le commentateur Down Goes Frazier, ça me brise le cœur. Avant Ali, de toute façon, personne n'avait les armes. Ouais, c'est dingue. Et pour puis combattre Foreman parce qu'il tapait trop fort et il avait beau avoir une technique différente, parce qu'il est quand même technique, mais il avait beau être différent dans sa technique et moins élégant, effectivement, chaque coup c'était un coup de batte de baseball et du coup tu peux pas, c'est trop lourd. Et puis lui, il avait pas peur de prendre des coups en retour, donc il s'ouvrait un peu défensivement, mais il s'ouvrait juste assez pour qu'en fait il tape tellement fort que t'as pas envie de le taper en retour. C'est ça, t'as pas envie de baisser les bras. Donc exactement. Et puis mine de rien, moi j'aime bien l'évolution stylistique et je vous recommande une vidéo je crois que c'est Modern Martial Artist, c'est en anglais, mais ça doit être sous-titré. Et il explique en gros surtout l'évolution de Foreman, et ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel point il arrive à s'économiser à son deuxième prime. Je dis deuxième prime, c'est pas vraiment prime, mais son deuxième run. Deuxième run. Elle est trop bien cette vidéo. Et en fait, il manipule la garde de ses adversaires, il a une gestion de l'effort, de la distance, il jette un jab lourd, histoire de traumatiser pour pas que toi t'aies peur. En fait, t'as pas envie d'avancer. Bah ouais, si tu prends un jab, t'as mal, tu te dis, si je prends un direct. Et en fait, ça devient tellement. Il rentre dans ta tête et te fait peur sans forcément se dépenser. Et ça, c'est un truc, il y a peu de boxeurs qui sont aussi intimidants à combattre et qui, juste en se déplaçant ou avec la menace de prendre ce coup, du coup, tu overreact un peu quand tu boxes. Quand tu regardes les combats, et c'était intéressant de voir l'évolution de la boxe, parce qu'avant il a changé de garde, il passe en garde en croix. Enfin, c'est ça, vraiment, il s'est adapté à son physique. C'était dingue. Franchement, il a c'est un des plus beaux poids lourds qu'on ait eu. C'est pareil. C'était impressionnant. Enfin, on parle du Tyson Effect. Où les gens rentraient dans le ring déjà perdants en fait, parce qu'ils avaient peur de prendre des coups. On devrait parler de Foreman Effect parce que c'était avant, et Foreman l'a fait à la perfection, surtout dans les années 70. Bien sûr. Voilà. Bon, top 2, top 1, du coup on a les mêmes, je pense. Ouais. Là, ça va faire débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est peut-être le top 2, pour moi, c'est le seul endroit où il n'y a pas de débat, où eux deux doivent être dans le top 2 et eux deux sont pas interchangeables. Oui. Mais ça, c'est très personnel. Mais pour moi, c'est le seul truc du classement où tu dis, si là, tu peux pas faire autrement en fait. Moi, je vois pas factuel. Ouais. Si t'es factuel. Donc, top 2, Mohamed Ali. Voilà. Quelle année j'ai pas mis d'année parce que je pense que. Enfin, moi, j'ai plus pris sur le global justement, et c'est pour ça que Tyson est aussi bas justement. Parce que si leur prime était court et tout, et Ali. Il y a aussi un micro-what-if chez Ali, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas tout son problème avec l'armée et la justice, et qu'il perd pas sa licence pendant 2 ans, 3 ans, c'est pas pareil en fait. Et Ali, quand il revient, c'est plus que l'ombre de lui-même. Peut-être 4, je sais plus. 67, 71, c'est les plus belles années qu'il a perdues. Ouais, en plus, il perd ses années de prime. Donc c'est pour ça que c'est très particulier. Ali aussi. Ça veut dire qu'en fait, il a été dominant dans ces années parce qu'il y a eu, il était dominant quand il était très jeune en fait. C'est ça, parce que moi j'ai mis Ali, j'ai précisé 64. C'est genre le Ali jeune, tu sais, le Ali qui va vite. C'est Ali, c'est Ali. Il y a le Ali après, dans les années Patterson, qui va moins vite, mais qui tape fort et qui prend, qui se fait plus toucher. Qui combat différemment, bien sûr. Tu sais, c'est limite 2 boxeurs un peu comme Floyd avant et après qu'il se soit cassé un peu les mains. Ouais, c'est ça. Le plus élégant, c'est quand même quand il est jeune, il est au max. Hein.
Bah alors, effectivement, le Ali contre Liston, contre Patterson et tout, c'est autre chose. Et en plus, on parlait tout à l'heure de Frazier qui malheureusement, sur les 4 combats les plus importants de les 5 combats les plus importants de sa carrière, a qu'une victoire. Ali, sur les 4 combats les plus importants de sa carrière, il a 3 victoires et 1 défaite. Donc la défaite, c'est contre Joe Frazier. Mais effectivement, la trilogie est légendaire contre Frazier. Rumble in the Jungle, c'est peut-être le combat le plus connu du monde avec le premier combat contre Frazier. Il a révolutionné la boxe. Je parle même pas de l'impact politique et extérieur là, parce que sinon on fait 4 heures sur chaque perso. Il met tempête à tout le monde. Mais bon, voilà. 19 défenses de titre. Donc là, on commence à parler. Champion olympique en 60 aussi, ça a son importance. Ouais. C'est le premier et le seul triple champion du monde poids lourd linéaire. Toujours aujourd'hui, voilà, il n'y a pas. Et Joshua combat contre Dubois bientôt. S'il remporte la ceinture IBF, il sera triple champion du monde, mais pas triple champion du linéaire. Et ça a son importance. Pour devenir champion du monde linéaire, il faudrait qu'il batte Usyk. Il a jamais été champion du monde linéaire, Joshua. Donc voilà, vraiment, c'était The Man Who Beat The Man. J'en parle dans la vidéo qui sort très bientôt, d'ici 2 semaines là. La vidéo sur l'histoire de la boxe, je vous explique ce que c'est le titre linéaire. Mais c'est le titre qui compte, même si on l'évoque pas souvent. Et j'ai noté son CV. Frazier, Foreman, Liston, Patterson, Shavers, Norton, Spinks, Holmes, Berbick, Terrell. Il a affronté... ça n'a aucun sens. Jerry Quarry aussi, effectivement. Il y a Ellis, il y a Quarry. Enfin, il y a tous ceux qui sont peut-être un peu en dessous de ceux qu'on vient de citer. Mais oui, il y a Ellis, il y a Quarry. Enfin, il a affronté tout le monde. Il a évité personne. Et même d'ailleurs, il n'a pas assez évité les gens, je pense. Sur la fin, ouais. Sur la fin, mais voilà, c'est une légende. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure 7 combats pour le titre pour Frazier, 7 combats pour le titre pour Foreman. Bon, Ali, il est à 19 défenses de titre. Quand la WBA lui enlève son titre et qu'il a la ceinture WBC, il la défend 8 fois, pendant que je crois que je sais plus, c'est Quarry ou Ellis qui la défend que 2 fois, et finalement il finit par Ali revient et réunifie les titres. C'est dans les années 60, c'est le début du bordel avec les ceintures, justement. J'en parle en détail dans la vidéo qui sort très bientôt, mais Ali, la légende absolue, The Greatest, que ce soit le style de combat, ce qu'il a apporté à la boxe sur le ring et en dehors, toute son histoire avec toutes les controverses qu'il y a aussi sur l'histoire de Ali, parce que c'était pas loin d'être parfait entre son tout le mal qu'il a fait à ses notamment Frazier, Elijah Muhammad aussi. Voilà, bon, il y a des trucs à dire quand même sur Nation of Islam. Il y a des trucs à dire sur aussi la façon... le rapport qu'il avait aux femmes, qu'il aimait quand même très jeune, quand on fouille un peu, quand même un petit rapport un peu bizarre avec les femmes, et surtout les femmes jeunes. Il a été après, ce qui se passe dans son couple, c'est-à-dire il a eu beaucoup d'aventures et il a été très... il a beaucoup été voir ailleurs, mais ça ne nous regarde pas à la limite. Ça, c'est des histoires entre adultes, mais effectivement, il aimait quand même les femmes très jeunes. Il y a des histoires un peu bâtardes sur Ali. La deuxième femme qu'il a épousée, quand il l'a rencontrée, la première fois qu'il l'a rencontrée, pas quand il l'a épousée évidemment, mais la première fois qu'il l'a rencontrée, elle avait 6 ou 7 ans, je crois. Elle était à l'école. Ouais, lui on avait 20, donc bon, il y a quand même un truc bizarre de se marier avec elle un peu plus de 10 ans plus tard. Donc voilà, Ali, c'est quand même controversé comme personnalité, c'est pas juste... c'est une légende du sport, c'est un des sportifs les plus légendaires de tous les temps, tout sport confondu, si ce n'est peut-être le sportif le plus légendaire en vrai. Celui qui est le plus sorti de son sport en plus pour aller faire des trucs politiques. Il a été vraiment important, mais effectivement pareil, Frazier notamment, il a été horrible avec Frazier. Il a aussi été horrible avec Foreman au Zaïre, ça a été violent, mais il est top 2 parce qu'en termes d'impact culturel et ce qu'il a apporté à la boxe, et surtout la façon dont il l'a fait, surtout que quand il bat Liston la première fois, personne donne cher de sa peau. Tout le monde pensait que Liston allait le brutaliser littéralement. Et la deuxième fois du coup? La deuxième fois, no comment. Crotte de nez. Non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'était spécial aussi, une période assez spéciale, comme tu le disais, avec la mafia, tout ça. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est des histoires bizarres. Le Phantom Punch, le fameux. Bon, de toute façon, regardez vraiment le documentaire sur Prime parce qu'il aborde tout ça. Il aborde justement le Phantom Punch. Il aborde aussi les vices de Mohamed Ali, parce que ça a son importance pour comprendre l'homme dans tous ses aspects quand même. C'est pas juste un mec parfait, voilà, dans toute sa complexité. En tant que boxeur, par contre, en tant qu'être humain, je sais pas si je l'aurais mis top 2, mais en tant que boxeur, il est top 2 largement. Oui, largement. Et par contre, aussi, il était polarisant en dehors du ring, mais sur le ring, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Il surdominait souvent ses adversaires. Il a un style
Enfin, il a son style à lui en fait, c'est boxer comme Ali et comme tu le disais, il y en a beaucoup, même certains de notre top qui ont essayé de boxer comme Ali, qui ont tenté. Et non, c'est un boxeur. Oui, puis l'impact qu'il a eu sur les boxeurs aussi, parce qu'il a tous les mecs qu'on a cités avant, à part Dempsey et Marciano qui arrivent sur les générations d'avant, c'est des gars qui ont eu envie de boxer parce qu'ils ont vu Ali en fait. Et exactement. Voilà, ils ont tous Tyson, il le dit que Ali c'est le plus grand de tous les temps. Tous ceux qu'on a sur la liste, Larry Holmes le dit. Enfin, même des gars qui ont affronté Ali le disent. Foreman le dit aujourd'hui. Enfin, voilà. Maintenant que la rivalité est finie. C'est le boxeur préféré de ton boxeur préféré. C'est exactement ça. Il n'y a que Frazier qui l'a jamais dit, mais bon, on lui en veut pas parce que vu la misère que lui a fait Ali, alors que Frazier, justement, était un bon gars avec Ali à l'époque où Ali était en galère. Il a prêté de l'argent, il est parti voir le président. Bref, mais ça, c'est une histoire plus longue et on vous en parlera. On fera une vraie vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et top 1, du coup, on a le même top 1. Joe Louis. Et là, moi j'avais mis Chisora. Moi j'avais mis Makhmoudov. J'avais mis Arslanbek Makhmoudov. Joe Louis, je te laisse le présenter, tu le présentes. 66 victoires, 3 défaites, 52 victoires par KO. Plus long règne de l'histoire, 11 ans et 8 mois. 25 défenses de titres consécutives, c'est un record. Rivalité absolument historique avec Schmeling. Max Schmeling, Allemagne nazie versus The Land of the Braves. Il y avait tout ce qu'il fallait. Règne de 37 à 48. 1937 à 1948, il bat tout le monde, 25 victoires, 22 KO. Voilà. Ouais. Et moi, il y a un truc aussi qui me touche beaucoup sur l'histoire de Joe Louis. Parce que Joe Louis, là, on le met premier du classement et vous comprenez quand je vous balance des chiffres comme ça que c'est une légende et que c'est abusé. C'est un truc de fou. Il a représenté les États-Unis justement contre Max Schmeling, il a représenté le Free World contre les nazis dans les années 30. Sauf que Joe Louis, je vous raconte un tout petit truc, ça dure pas longtemps, vous allez voir à quel point le monde est fou quand même. Joe Louis, à une époque, il a donné absolument, dans les années 30-40, il a donné toutes ses bourses, l'intégralité de ses bourses à chaque fin de combat, il les donnait à l'armée américaine. Il donnait l'intégralité de son argent, il gardait juste de quoi payer son loyer, et voilà, c'est tout, à l'armée américaine. Et un jour, le fisc lui est tombé sur le coin de la gueule en disant « Mais au fait, vous n'avez pas payé d'impôts sur tout ce que vous avez gagné de telle période à telle période. » Et donc Joe Louis il dit « Bah non, j'ai pas payé d'impôts, je vous ai tout donné en fait, je vous ai tout donné à l'armée américaine, donc à l'État américain. » Le fisc a dit « Pas comme ça que ça marche, il faut payer des impôts sur tout ce que vous gagnez, monsieur. » Donc en fait, le fisc lui a lâché une note, l'équivalent de dizaines de millions de dollars aujourd'hui, sauf que Joe Louis il avait tout donné, donc il n'y avait plus rien. Donc, mais ils lui ont quand même fait payer. Donc Joe Louis s'est quand même retrouvé à la fin de sa carrière à travailler au Caesar Palace en tant que pharaon avec un déguisement sur la gueule, quoi. Voilà, donc Joe Louis, la légende absolue des poids lourds, qui est pour moi vraiment le plus grand poids lourd de tous les temps, et qui est dans le top 10 des plus grands boxeurs de tous les temps, toutes catégories confondues. Joe Louis, il s'est fait... alors, encore une fois, il a fait tout le don de toute sa fortune à l'armée américaine, et les États-Unis, le fisc américain est venu taper à la porte en lui disant « Vous nous devez du pognon ». Mais c'est une folie. Et donc ça me touche, donc il mérite d'être top 1 en plus pour ça, quoi, parce que c'est... Ouais, ça en dit long aussi sur l'ingratitude qui est la boxe, malgré le fait que ce soit un noble art. Et la boxe et les sports de combat, hein, les compétiteurs, les gens qui ont fait un peu de combat, ils savent très bien que tu t'entraînes, tu sacrifies, tu vois pas tes enfants et à la fin, il n'y a aucune reconnaissance. Mais bon, le minimum qu'on puisse leur faire, comme tu as dit, c'est de ne pas les oublier parce que, comme dirait un grand personnage de One Piece, une personne meurt lorsqu'on l'oublie. Et finalement, ouais, Joe Louis, effectivement, premier. Et pareil, je pense que ça fait du sens pour moi comme pour toi, dans le sens où, même si effectivement, il a battu les meilleurs. Déjà, il a eu le plus long run et il a battu les meilleurs de sa génération. Et ça reste pareil, c'est des questions qu'on se poserait. Ouais, et s'il était dans les années 80, 90, 2000, on peut pas refaire le monde dans tous les cas. Mais en tout cas, c'était le meilleur à ce moment-là. Il avait battu les meilleurs, il a boxé les meilleurs. Il a un style... c'est genre la définition d'un poids lourd, un vrai. Je pense que c'est le vrai gros poids lourd. Ce serait Joe Louis. Si on devait garder qu'un seul poids lourd, justement, moi je pense que ce serait Joe Louis. Tu peux mettre dans le top des plus gros cogneurs de tous les temps de Joe Louis. Hein. Ouais, c'est un truc de. Et tu parlais de Dempsey qui avait fait un bouquin. Ouais. Qui expliquait la boxe. Joe Louis aussi, justement, sur la fin de sa carrière, il a fait un bouquin tout bête, qui s'appelle How to Box. Ouais. On dirait une vidéo, un tuto YouTube, mais en fait, pareil, il a aussi intellectualisé, théorisé et ramené la boxe dans un autre niveau, et avec des conseils que moi j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir et le bouquiner. Tu sais, des conseils tout bêtes, enfin, entre guillemets tout bêtes, mais en fait qui ont permis aux autres de pouvoir développer leur style et d'être encore plus efficaces, peu importe les catégories d'ailleurs, mais surtout les poids lourds. Donc ouais, Joe Louis aussi, numéro 1, tout simplement parce qu'il a aussi changé la face du sport, influencé tous ceux que vous avez vus, tous ceux qui sont arrivés après lui, que vous avez vus dans la liste des 10 et plus encore. Et aussi, ouais, tout simplement parce que c'est le
poids lourd caractéristique pure. C'est lui qui a inspiré Ali, et Ali, c'est Ali qui inspire les gens derrière et tout. Lui, Joe Louis, il a été inspiré certainement par Jack Johnson, parce que c'est une époque aussi où... Enfin, Joe Louis, il est renois, quoi. Et on peut pas le citer, ça. Il est renois dans les années 30 aux États-Unis. Enfin, et il est champion du monde poids lourd. Et c'est le deuxième champion du monde noir de l'histoire, quoi. Parce qu'il y a Jack Johnson et après, il y a eu Joe Louis. Et Jack Johnson ouvre la voie et Joe Louis s'en sort à peine mieux, enfin, un peu mieux que Jack Johnson, parce que Jack Johnson est très sulfureux. Jack Johnson, il couche avec des blanches. Enfin, là, aujourd'hui, je vous dis ça, vous n'en avez rien à foutre. Mais à l'époque, dans les années 10, 20 aux États-Unis, vous vous rendez pas compte de l'outrage que c'était. Et puis Jack Johnson, qui était lui-même qui était fils d'esclave, mais qui a grandi dans une plantation de coton, il était avec des gros manteaux en fourrure, des cigares, des chapeaux à plumes et tout. Donc les blancs le détestaient parce que c'était le noir qui faisait du bruit. Sauf que du coup, Joe Louis, lui, il était très discret, par contre, très taiseux. Pas de bruit, puis il n'y avait pas d'histoire de scandale, de machin. Regardez, enfin, je vous dis, il donnait de l'argent à l'armée américaine et tout. Joe Louis, c'était l'opposé de Mohamed Ali. En fait, pour faire simple, en termes de personnalité. Et en fait, Joe Louis, il a été accepté par l'Amérique bien pensante blanche parce qu'il était moins sulfureux que Johnson, donc ça a été, mais il était toujours noir et c'était toujours un noir, parce que la preuve, c'est ce qui se passe à la fin avec l'histoire de la taxe. C'est que, encore une fois, ce sera arrivé à un boxeur blanc, je sais pas si ce sera arrivé de la même façon, dans les mêmes conditions, enfin voilà. Il est noir à une époque aussi où c'est difficile, Joe Louis. Donc bravo à lui d'être arrivé là où il en est arrivé. Et il y en a plein d'autres qui auraient pu faire la liste, qui ont eu un impact extraordinaire. Jack Johnson, encore une fois, si on parle d'impact, lui aussi il a changé le sport à tout jamais, que ce soit en termes de style mais aussi en termes justement d'impact. Le premier noir champion du monde qui a fait rêver beaucoup de gamins derrière. Enfin, il y en a plein qui auraient pu faire la liste. Floyd Patterson, il aurait pu être dans la liste. Enfin, voilà, il y en a plein qui auraient pu être dans la liste. Sonny Liston, il y a un truc aussi autour de Sonny Liston, peut-être pas top 10, mais il y a un truc assez mystique autour de lui. Son histoire est tragique. Il sait pas quel jour il est né, il sait pas quel jour il est mort. Enfin, c'est un truc de fou. Il a pas de jour de naissance, il a pas de mort de naissance, de décès, pardon. Il n'y a pas de jour de décès, pardon. C'est ça, c'est dingue, il y a toute cette histoire, les aiguilles, tout ça. Ouais, c'est pour ça, il y a plein de trucs à dire sur tous ces gars, parce qu'en plus, c'est une époque où la boxe était vachement marquée par la mafia, parce qu'on se plaint aujourd'hui, pour certains d'entre nous, que l'Arabie Saoudite mette la mainmise comme ça sur ce qui se passe dans le monde de la boxe, qui est une sorte de monopole qui sont en train de se créer, mais en fait, à une époque, c'était pas forcément mieux, puisque c'était tenu par la mafia, donc beaucoup de combats truqués, beaucoup de... Bon, l'argent qui payait les combats était forcément de l'argent sale. C'est ça. Ça aussi, ça a son importance dans l'histoire de la boxe. Et Joe Louis, il a eu ses scandales à lui, à l'époque, aussi, avec la mafia, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces gars. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, Joe Louis est top 1. Parce que les chiffres mentent pas des fois aussi. C'est-à-dire que le run est absolument légendaire. Tu perds pas pendant 11 ans. Voilà, puis il y a quasiment 100 ans. Enfin, je veux dire, c'était il y a 90 piges, quoi. Tu vois, c'est un truc 90 balais, le mec, encore aujourd'hui, ses records, ils sont invaincus. Donc, et puis c'était l'époque où c'était vraiment le titre linéaire, il n'y avait pas d'histoire de WBA, WBC, WBO, IBF et tout. Fallait juste battre les meilleurs pour être les meilleurs. Quand t'étais champion du monde, t'étais champion du monde. Il n'y avait pas de oui, mais j'ai été champion du monde de IBF 2 fois. Non, t'étais champion du monde. T'es l'homme le plus fort du monde. Quand t'es champion du monde poids lourd, Joe Louis, t'es l'homme le plus fort. 11 ans, c'était l'homme le plus fort du monde. C'est exactement tout simplement. Ça. Et il le fait à une époque où, encore une fois, avoir 25 victoires, 25 défenses de titre consécutives, c'est pas 25 défenses de titre avec un titre IBO, une ceinture qui n'existe pas dont tout le monde se fout. Non, c'est 25 défenses du titre linéaire de champion du monde. T'es le mec le plus fort du monde, voilà, c'est exactement ça. Il a battu les mecs les plus forts du monde pendant 11 ans d'affilée. Ouais, sans parler de son run, et ouais, non, c'est fou. Voilà, c'est Joe Louis, c'est le boss. Comme tu dis, le top 2, il est pas... En tout cas, on est en face sur le top 2 et je suis curieux d'avoir encore une fois, vraiment, on vous remercie déjà d'être resté aussi longtemps, mais on vous invite aussi à donner votre top 10, mais effectivement, Louis, Ali, top 2, ouais. Pour moi c'est le seul truc sur lequel j'étais sûr, en fait, en écrivant la liste, c'est que j'ai écrit direct. C'est-à-dire que quand j'ai tapé les noms, j'ai tapé la liste dans l'ordre, j'ai fait Joe Louis 1, Mohamed Ali 2, et après j'ai tapé plein de noms, et j'ai dit, bon, maintenant je les glisse. Pareil. Mais là, au moins, les deux, bon. Moi, j'avais mis Frazier 3 et après j'ai dit non, mais arrête d'être fou. Arrête. Après, c'est subjectif, un classement. On essaye de le faire de façon objective, mais après, c'est toujours subjectif. Et je te dis, si c'était le classement de mes boxeurs poids lourds préférés de tous les temps, en vrai, Tyson serait premier et Ali serait deuxième. Et enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis, il y aurait Usyk et il y aurait Fury pour ce que ça représente pour moi d'avoir vu le combat Undisputed depuis la salle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, on peut pas être objectif à 100%. On a essayé d'être relativement objectif, de prendre en compte un peu les chiffres et tout.
On a fait une vidéo d'1h 7 minutes, enfin 8, alors qu'effectivement on s'était donné 30 minutes. Tenir, hein. Ouais, putain, heureusement. On s'était donné 30 minutes. On a fait plus du double. On espère que vous êtes quand même encore là, que vous avez quand même aimé la vidéo. Donnez votre classement, effectivement, parce que ça nous intéresse vraiment et il y a beaucoup de choses. Et puis exprimez-vous, c'est des commentaires, on lira, même si les commentaires ils font 400 pages. Vous venez de nous regarder pendant 1h10, on peut quand même vous rendre ça. Voilà, donc c'était le hors-série de la semaine, puisque week-end assez calme, comme on vous le disait dimanche dernier. La semaine prochaine, il y a une preview, mais je pense qu'on fera quand même peut-être des hors-séries, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Donc on va peut-être continuer les hors-séries le temps que ça se remette un peu en route. Ouais, pareil, et si vous avez nous on avait... Ouais, c'est vrai, effectivement, on a notre petite boîte à idées où on a quelques idées. On s'était dit des Dream Fight, on avait aussi dit quelques tier lists de catégories, etc. Mais pareil, si dans les commentaires, vous avez des sujets auxquels vous voulez qu'on parle, qu'on parle peut-être de l'actualité, qu'on vous fasse un condensé de l'actu, bah, ce sera avec plaisir. Ouais, s'il y a des trucs qui vous parlent, des sujets que vous voulez qu'on aborde et avec lesquels vous voulez débattre, ce sera évidemment avec plaisir. Je vous dis encore une fois merci de nous avoir suivis pendant 1h10, c'est n'importe quoi, c'est notre deuxième vidéo la plus longue qu'on ait fait sur la chaîne parce que Fury Music pendant 2 heures là, mais c'est beaucoup, mais en même temps c'est un gros sujet et vous voyez qu'on en parle avec passion, mais je pense que tous ceux qui regardent vous êtes aussi passionnés que nous, donc j'espère que ça vous a plu et qu'on vous a accompagné comme d'hab en faisant la cuisine, la vaisselle, le linge, peu importe, le ménage et à très bientôt et en attendant prenez soin de vous, ciao.